Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je suis content de vous retrouver, mes chers amis, après ces quelques jours d'absence. نسعيد جدا نلتقي معكم من جديد. Alors, vous avez tous et toutes entendu parler, mes chers amis, de la ruqya, de ces exorcistes qui disent faire sortir les jounouns de gens qui ont eu la malchance de se faire squatter, de se faire habiter. Tsiknou. En fait, et je vais vous étonner, ces entités qui nous habitent, qui nous squattent, existent vraiment. Oui, oui. Ces entités qui sont entrées en nous, qui nous infestent, qui nous corrompent, qui corrompent notre âme et la souillent. Oui, oui, ils existent. Ils sont bien réels. Mais ces démons ne s'appellent pas Bal-Ahmar, Bal-Akhdar, Bal-Azraq. Non. Ces entités qui nous habitent, qui sont profondément enfuies en nous, qui ont pris possession de notre âme, ces démons assoiffés de noirceur s'appellent rancune, médisance, colère, méchanceté, jalousie, arrogance, mépris, hugra. C'est comme ça qu'ils s'appellent, ces jounouns qui nous habitent, ces présences voraces, envahissantes et qui ont besoin d'être nourries, sustentées, gavées, sans cesse. Et savez-vous de quoi nous les nourrissons, de quoi nous les sustentons, de quoi nous les gavons? Nous les alimentons de sentiments qui s'appellent comme eux, haine, colère, rancune, médisance, méchanceté, jalousie, mensonge et tout ce qui est noir, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est ravageur. Et ils sont là, gueule ouverte à engloutir toute cette noirceur dont nous les emplissons à l'intérieur de nous-mêmes. Et ils nous rendent le mal pour le mal. Et ils nous rendent ce que nous faisons pour les alimenter en soufflant sur les braises de nos dissensions, en amplifiant nos propres mérites, en minimisant notre méchanceté et toutes nos turpitudes. Ils nous convertissent à leur propre nature. Ils irriguent tout notre être intérieur de ce que nous leur donnons nous-mêmes et transforment notre vie en cloaque de détestation. Maintenant, je vais vous donner le mode d'emploi de la ruqya, l'exorcisme pour les chasser, ces monstres, ces démons de notre cœur, de notre être, de notre vie. Je vais vous donner la formule et vous pouvez en user sans craindre de dépasser la dose prescrite. Voulons-nous donc chasser ces démons de notre âme? D'accord. Alors, nourrissons-les, ces démons qui nous habitent. Gavons-les, faisons-les baigner dans la joie, dans les rires clairs, dans la beauté. Nourrissons-les d'amour, de gentillesse, de serviabilité, de patience, de pardon, de charité, de bienveillance. Gavons-les, ces démons mauvais, de ces sentiments nobles et beaux qui élèvent l'âme et l'épanouissent, qui font briller les regards et exubérer la joie de vivre. Vous les verrez alors, ces monstres hideux, quitter précipitamment votre cœur et vous laisser en paix vivre, enfin, dans la quiétude des jours heureux. Et vous serez alors une autre personne emplie du bonheur d'être, emplie d'amour, de bienveillance, de contentement, de sérénité. Et il en est
de notre être collectif, de notre société, de notre peuple, comme il en est de notre propre personne. Observez attentivement les sociétés humaines et vous serez étonné de découvrir que certaines sont plus chaleureuses, plus bienveillantes que d'autres, plus apaisées, alors que d'autres sont tourmentées, agitées de soubresauts, habitées de violence, où la haine est partout, où l'animosité est devenue une expression et une façon d'être, où la peur et la haine de l'autre sont au cœur de toutes les relations sociales. Et ce ne sont pas là des dispositions génétiques ou culturelles, mais des virus inséminés, des poisons injectés, des démons infiltrés, dans des sociétés toujours dominées par des régimes illégitimes, par des forces mauvaises qui savent que la haine et la division sont leurs meilleurs alliés. C'est pour cela, et c'est là où je voulais venir, que le régime algérien a lancé une offensive groupée ces derniers jours contre le Hirak pour semer la haine en son sein, la méfiance, la défiance, la peur du lendemain, la peur de l'autre. C'est pour cela qu'au moment où le Hirak appelle à la silmiya, silmiya, à la khawa, khawa, des voix se sont soudainement levées pour agiter les épouvantails et réveiller les vieux démons. La seule réponse à leur apporter, pour que le train de la liberté et de la dignité puisse enfin arriver en gare finale, est de répondre à ces monstrueuses manipulations par nos meilleurs sentiments, par la fraternité et l'amour, par la plus noble expression de la citoyenneté. Et ne craignons pas d'être naïfs, ne craignons pas de croire en ce qu'il y a de meilleur en nous, ne craignons pas de semer les graines de demain, qui viendront fertiliser nos merveilleuses espérances et désaltérer notre soif de dignité.
Algérie, progression inquiétante du Covid-19. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant de recevoir nos invités, tous au téléphone, malheureusement je crois, nous n'avons pas pu les obtenir par Skype, nous allons commencer par réécouter une déclaration récente de... Moi j'ai du mal à appeler du président Tebboune, excusez-moi. Je sais que je n'ai pas le choix, que je dois le dire, mais c'est très difficile de dire le président Tebboune quand on sait comment il a été installé à ses hautes charges, à ses hautes fonctions. Mais bon, faisons comme si on allait faire semblant. Allez, président Tebboune, nous allons l'écouter. Écoutons Monsieur le Président de la République algérienne démocratique et populaire. لاجونس هذه انا قلت ونزيد نكرر ونأكد ان النظام المنظومه الصحيه نتاعنا احسن منظومه في المغرب العربي وفي افريقيا، حب من حب وكره من كره. وكانت وليده رؤيه نتاع حمايه المواطن، الطب المجاني مثل ما كان الطب مجانيه التعليم مثل كذا، كانت ماشيه استثمارات بآلاف الملايير. ما عندناش قرية اليوم اللي ما فيهاش une salle de soins. Donc, ce monsieur nous a dit que nous avons les meilleurs hôpitaux, le meilleur secteur de la santé d'Afrique et du Maghreb. Et bon, tous les Algériens savent ce qu'il en est réellement. Ils le savent dans leur chair, ils le savent dans leurs parents malades, ils le savent pour ceux qui sont atteints de maladies chroniques, qui se traînent, qui souffrent et qui ont des rendez-vous sur des mois, alors que sur ces gens qui souffrent, qui n'ont même pas de traitement antidouleur, sur ces gens qui en arrivent à une phase critique respiratoire et qui n'ont pas droit à un respirateur parce qu'il n'y en a pas, etc., etc. À l'état de dégradation totale de nos hôpitaux, et j'en passe. Mais donc voilà, il nous a dit que ce sont les meilleurs hôpitaux d'Afrique et du Maghreb. Un groupe de recherche très fameux, le meilleur d'Espagne, qui appartient au ministère de l'Éducation. C'est un groupe de recherche universitaire mondialement connu. C'est un groupe de recherche qui est une branche du Conseil supérieur des investigations scientifiques d'Espagne. Vient de publier le top 100 des hôpitaux africains. Ils sont en train de défiler là sous vos yeux. Et l'Algérie n'y figure pas, ni à la 100e, ni à la 120e, ni à la 140e place. Alors que nous avons des hôpitaux et des cliniques marocains, alors je les compte. Marocain 1, 2, 3, 4, 5. 5 établissements marocains figurent dans le top 5 à des niveaux divers. Tunisiens, nous en avons 1, 2. 2 hôpitaux tunisiens, 5 hôpitaux marocains figurent dans le top 100 des meilleurs hôpitaux d'Afrique. L'Algérie n'est même pas dans les 130e ou 140e, nulle part, puisque ces hôpitaux ne sont même pas classables. Et nous allons vous montrer des images, excusez-nous, c'est des images très dures, il y a même des termes qui ont été prononcés qui sont un peu difficiles à écouter, mais il faut que nous mettions le doigt sur la plaie pour comprendre ce qu'il en est vraiment, surtout lorsque nous avons affaire à ce genre de régime qui fait du mensonge son cheval de bataille de tous les jours. Regardez ces images de l'hôpital de Biskra. خويا احنا يخصنا مخبر هنا في بسكره لابو هنا في بسكره، علاه احنا ماناش كما الولايات الاخرين، الواد فيها باتنا فيها قسمتينا فيها، احنا بس احنا الولايات ما كانش وراه طهراوي
العلوي ورا مناني ورا عادلي ورا والله ميزاب تاع بسكرة يصب البرة ميزابنا احنا ديما يصب على برا خويا يجي الوزير ومدير الصحة هذا ما ما نحتاجوش مدير خويا احنا ما قلنا والو قومونا بالمرضى تاعنا رانا على باش يقدرنا عليه خويا ما قمتوش بهم خلونا الحمله نتني يهزوهم عليه هذا مكه حكينا على الحاله اللي راهي داخل حكينا على الحاله اللي راهي داخل دركا مينيتوري ما بين البارح واليوم تحولت سبيطار تبدل خويا ربي يجيب الخير ان شاء الله. الان راح ننقلوا شهاده الاخ جلال هامل احد افراد عائله هامل اللي توفوا منها 5 افراد. تفضل الاخ جلال، ايش حدثنا عن الحاله الكارثيه؟ عندنا 6 افراد سبيطار داخل راهو باطوار، راهم المرضى راكدين في وسط سخ، الماء ما كانش كاين، الماء كاين بس ما يعطوهمش يشربوا. 3 فرامل على 120 طبيب. نقولش راح نقول لك البارح سيد المدير تاع المستشفى جاب لنا القوه العموميه، جاب لنا البوليس يتلفوا فينا وكذا، هذه كل علشان المتطوعين هذم، المتطوعين هم اللي كانوا هزوا على بالي اروح شوف يطيش بخرا، شوف او بخرا يطيش، شوف او الاخرى يطيش، او الاخرى ما خلوناش ندخلوا، ما خلوناش ندخلوا، ما خلوناش ندخلوا باش نوقفوا. طيب فرجوا كملوا كي يروح الوزير يعاودوا يرجعوهم ترجع الحاله كما راهي. Excusez-nous pour les termes très durs que vous avez entendus, la ralbe, effectivement, les malades baignent dans leurs excréments. Je suis désolé. Avec nous aujourd'hui pour en parler, pour parler de cette situation, mais aussi du Hirak que ce régime tente de déstabiliser, de diviser, de désintégrer. J'aurai le plaisir d'accueillir dans une première partie donc, de cette émission où nous allons parler de la situation sanitaire, le docteur Mhenni, Hamid Mhenni, chef de département de recherche à Genève, et le docteur Mohamed Lamine Chiban, président de la Société algérienne de médecine générale d'Oum el-Bouari. Docteur Shkounmana, qui est avec nous. Docteur Mhenni est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Mhenni. Hamid Mhenni. Oui, oui. Ahlan Bik, merci d'être avec nous. Salam alaikum Alaikum wa bonsoir. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. Merci je à vous. suis à votre disposition. Je crois que vous avez fait une très belle introduction. Merci. Je vous rassure, je ne suis pas hanté par ce régime, ni malheureusement pour moi je considère qu'on est en face de psychopathes, parce que quand quelqu'un il est embourbé, malheureusement pas lui directement, mais le peuple algérien il est embourbé dans une crise sans précédent et il est dans le déni total. Il n'y a pas d'autre descriptif à lui faire, si ce n'est de l'envoyer chez un psy, peut-être pour essayer de sauver ce qu'il y a à sauver de cette façon de penser et de dénier une situation. Est-ce que vous avez lu cette déclaration d'un médecin français, le professeur Éric Comès, ou Éric Com, je ne sais pas comment ça se prononce, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où il dit que c'est en train d'exploser en Algérie en termes de Covid-19. Et plus que ça, il est en train de dire que les Algériens de France, qui étaient partis se réfugier en Algérie, croyant qu'ils étaient en meilleure sécurité là-bas, sont en train d'essayer de revenir massivement en France et que beaucoup d'entre eux ont été testés positifs. Oui, j'ai lu, il y a un article qui est sorti dans Libération, où les responsables, les chefs de service des réanimations et des services de maladies infectieuses qui s'occupent du Covid-19 s'insurgent et s'énervent parce qu'il y a une recrudescence de cas
en France qui, paraît-il, il y en a eu une vingtaine qui sont venus d'Algérie et qui étaient vraiment malades. Et paraît-il, ils étaient malades déjà quand ils étaient en Algérie et puis qui ont été laissés rentrer, les ont laissés rentrer en France. Mais tout d'abord, j'aimerais juste vous rappeler, et je ne crois pas que vous ignorez cela, c'est que les premiers cas aussi de Covid-19 qui ont été déclarés en Algérie sont venus de France aussi. Oui. Ces cas-là sont présents. Il y a eu des études sur 300 cas où ils ont dénombré 6 cas qui étaient positifs par PCR qui sont rentrés en France aussi. Cette recrudescence, ce n'est pas étonnant. Personnellement, pour moi, quand je vois les chiffres qui sont fournis par l'université Johns Hopkins sur les données algériennes, ça, on dirait qu'on rentre en plein pied dans une première vague plutôt, pas vers une deuxième. C'est vraiment la première vague. Vous l'aviez dit la dernière fois que vous étiez passé dans la même émission. Vous aviez dit que nous avons pris du retard à accueillir, si je peux me permettre ce verbe, le Covid, et que la même amplitude va se développer. Ça veut dire qu'il faut attendre un peu pour que la vraie vague se manifeste. Et il semble qu'elle est en train de se manifester, en effet, avec la même période comme en Europe qui a consisté en le début de la pandémie et le pic de la vague. Exactement, parce qu'en fait, en Algérie, on avait une mauvaise stratégie pour contrer le Covid. Pourtant, on avait vu la vague venir de Chine, venir d'Europe, mais malheureusement, il n'y avait aucune stratégie pour pouvoir contrer l'installation, si vous voulez, du Covid. Parce qu'au départ, il n'y avait que la ville de Blida, et on avait la possibilité, même avec peu de tests, de pouvoir cerner les cas à ce niveau-là et empêcher leur dispersion dans tout le pays. Parce qu'avec 44 millions, ça va être difficile. Et puis, on a mal géré aussi la coexistence avec ce virus. On a fait le confinement, mais le confinement n'a rien produit. Vous voyez, on a fait... C'est un confinement à mi-temps. Ça veut dire qu'ils considèrent que le confinement, qui est un couvre-feu en fait, commence à partir de telle heure et finit à telle heure. En dehors des heures de couvre-feu, vous pouvez sortir, aller où vous voulez, aller au souk, au marché, acheter du lazlabia, sans problème. Vous savez qu'en Suisse, ils n'ont pas appliqué le confinement strict. Mais il y a eu des explications, on explique aux gens, on sensibilisait les personnes sur l'utilisation des masques, la distanciation, et puis les services ne sont pas là, vous êtes confinés, vous restez chez vous et puis c'est tout. Non, quand ils trouvent par exemple un cas positif, ils font un dépistage tout autour de ce patient ou cette patiente pour essayer de voir est-ce qu'il y a d'autres qui peuvent contaminer. Rappelez-vous qu'on a 70% de cas qui sont porteurs de virus, mais qui n'ont aucun symptôme. Ces personnes-là, il n'y a pas eu jusqu'à maintenant d'études sur leur capacité de contaminer d'autres personnes, mais probablement ces cas-là vont jouer un rôle important dans la dispersion du virus. Rappelez-vous, il y a eu deux publications, je crois que c'est un super spreader, c'est-à-dire c'est une personne qui est porteuse du virus et qui a infecté 73 personnes à Séoul. Et puis, il y a eu un deuxième cas, où c'était à Hong Kong, où une personne qui était porteuse du virus a contaminé 50 personnes. Alors, si on a des cas comme ça en Algérie, malheureusement, on se dirige vers des chiffres c'est à peu près comme en Russie, où on avait au départ peu de cas. Les Russes se vantaient de ne pas être touchés par le Covid-19, mais par la suite, regardez où ils se classent, leur situation. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un petit moment. Docteur Mohamed Lamine Chibane est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, Jamel.
أهلا بك. Alors, je voudrais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, Oui. présenter mes sincères condoléances à tous les médecins du corps soignant, corps médical, paramédical, qui sont en train, donc, en ce moment, de mourir tous les jours, par groupe. En ce moment, c'est par groupe. Nous avons perdu, pas plus tard qu'hier, 3 médecins à Biskra. Et bien avant à Batna, c'est le chef de service du CHU de Batna. Et sincèrement, que ce soit parmi les médecins libéraux ou les médecins du secteur public. Et aujourd'hui, nous venons de perdre le chef de service de radiologie du CHU de Sétif. Alors, vraiment, cher ami Jamel, la situation est vraiment catastrophique. Rabbi Yarhamam, et nos condoléances à leur famille, mais j'aimerais vous poser une question avant d'en arriver, j'allais dire, à cette situation qui est plus que catastrophique. On nous a appris, des amis médecins m'ont appris que beaucoup de personnels soignants, médecins et paramédicaux sont en train quasiment de ne plus se rendre à leur travail parce qu'ils ne disposent pas de protection individuelle, qu'ils sont livrés à la pandémie sans aucune forme de protection et qu'ils ont peur pour leur famille parce qu'une fois qu'ils finissent leur travail, ils doivent revenir chez eux et donc ils contaminent toute leur famille et ils sont en train de déserter, excusez du verbe, massivement les hôpitaux. On m'a signalé des services d'urgence et même des services qui sont destinés à traiter le Covid, où il y a quasiment plus de médecins, presque plus d'infirmiers et de personnel aide-soignant. Est-ce que vous confirmez cette absence totale ou quasi totale de mesures de protection individuelle du personnel soignant? C'est tout à fait juste, cher ami Jamel. Dans ce sens-là, justement, le président du syndicat national des médecins libéraux, il vient d'adresser une lettre au Premier ministre où il lui parle d'une grogne de la corporation, puisque depuis le début de la pandémie, nous n'avons reçu en titre de médecin privé, dans certaines wilayas, 10 bavettes. 10 bavettes. Vous imaginez l'Algérie riche. Ben voilà ce qu'elle offre à ces médecins que nous sommes en train de perdre tous les jours, la crème de la société algérienne. Et alors c'est vraiment grave. Plus grave encore, je vous parle de Ain Mlila, je suis médecin installé à Ain Mlila. Est-ce que vous savez qu'il y a des confrères qui devaient faire leur scalaire et qui exercent à l'hôpital de Ain Mlila et on leur a dit allez le faire dehors à titre privé avec votre propre argent. On ne prend même pas en charge une radio pour le médecin qui donne sa vie pour ce pays. C'est incroyable. Et M. Tebboune qui nous apprend que nous avons le meilleur secteur de santé d'Afrique et du Maghreb et qui vient d'être démenti par un très grand institut de recherche espagnol qui a publié un top 3 des 100 meilleurs établissements africains et où l'Algérie ne figure pas du tout, mais alors pas du tout. Mais sinon, docteur Mohamed Lamine Chiban, comment faire, comment devez-vous vous organiser, vous les médecins notamment et tout le personnel soignant pour que ce régime prenne en charge le SMIC, j'allais dire, de la protection à laquelle vous avez totalement droit pour que vous puissiez soigner les gens, empêcher la pandémie d'exploser littéralement. Docteur Mohamed Lamine Chiban? Oui, je vous entends. Oui, est-ce que vous avez entendu ma question? Tout à fait. Allez-y. Tout à fait. Et justement, dans ce sens-là, je vous parle. Je vous dis que selon l'OMS, l'Algérie, elle est classée parmi les 20 pays les plus touchés dans le monde par les contaminations. Et là, ça, c'est pour répondre au président Tebboune quand il parle de l'Algérie, que nous avons un système performant. En dehors du corona, si vous prenez la tuberculose, par exemple, et vous avez très bien commencé votre introduction concernant le système sanitaire, parce que vous savez que pour la tuberculose, par exemple, en Algérie, nous sommes pour 100 000 habitants selon les statistiques de l'OMS. Nous avons 75 tuberculeux par 100 000 habitants. Alors qu'en France, ils ont 8 habitants pour 100 000. 8 tuberculeux pour 100 000 habitants. En Turquie, ils sont à 18.
Donc vous avez à peu près une idée sur le système sanitaire en Algérie. L'Algérie représente le tiers de la population en Afrique touchée par le Covid-19. Nous sommes classés 3e après l'Afrique du Sud et l'Égypte. Donc sincèrement, dire que l'Algérie présente, comme l'a dit auparavant un certain Jamel Ould Abbas, que notre système de santé est performant, et le fameux Boudiaf qui a dit que nous disposons d'équipements que même les Américains et les Européens n'ont pas. C'est incroyable à croire que nous avions acheté de la planète Mars. Mais sinon, ces chiffres que le régime est en train de donner, comme par exemple pour les dernières 24 heures, il nous parle de 469 nouveaux infectés ou atteints et plus de 10 personnes décédées au cours de ces dernières 24 heures. Vous y croyez à ces chiffres? Les chiffres sont plus importants encore. Ça, c'est tant que on ne fait pas un dépistage massif. Je vous donne un petit exemple. Oui. Dernièrement, la France, sur les vols d'Algérie, sur les vols les Algériens qui sont partis en France, ils ont dû trouver une vingtaine qui sont positifs. Donc vous avez une idée. Ces voyageurs, déjà, sont Covid positifs. Alors imaginez-vous à l'échelle nationale. Non, les chiffres sont plus importants. Est-ce que vous savez qu'à Hong Kong, on fait 100 000 tests par jour? 100 000. Alors que nous n'avons pas encore atteint les 3 000 tests par jour. Alors vous avez une idée sur... En Allemagne, ils font 500 000. Voilà. 500 000. Par semaine, je crois, il me semble, hein, si je ne m'abuse. Mais sinon, docteur Mohamed Lamine Chiban, quelle est la situation en termes de capacité d'accueil des hôpitaux et en termes de matériel dédié? Par exemple, vous le savez très bien que le respirateur, le lit de réanimation, c'est quelque chose d'absolument vital. Les pays qui n'en disposent pas ont plus de morts que ceux qui en disposent, ça va de soi, puisque lorsque les malades atteignent ces phases critiques respiratoires, s'il n'y a pas de respirateur, ils meurent tout simplement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? La situation est catastrophique. Les lits sont complets. Le professeur Jamel Dini-Bouch, qui est le chef de service du CHU Parnay, il parle d'une situation inquiétante. Et il n'y a pas que lui. Le chef de service Covid du CHU de Sétif, le professeur Malek, il parle d'un manque d'une situation alarmante et qu'il n'y a pas d'oxygène aussi. Donc, vous avez une idée sur la situation en ce moment. Et il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux? À Sétif, Maquinche l'oxygène. Et même à Biskra d'ailleurs. Même à Biskra, il n'y a pas d'oxygène, il y a un problème. Donc c'est un tout. C'est incroyable. C'est un tout. Il n'y a pas que au niveau de l'hôpital, c'est au niveau des moyens, les structures, les lits sont pleins. D'ailleurs, même avec PCR positif, s'il n'est pas hypertendu, s'il n'a pas une maladie métabolique, une maladie chronique, on lui dit d'aller se soigner chez lui. Et que deviennent les malades chroniques, les malades atteints de toutes les autres maladies qui ont besoin d'une prise en charge parfois très urgente, très diligente, très suivie? Qu'est-ce qu'ils deviennent dans ces moments de panique générale et quasiment de pagaille, d'anarchie? Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils ne bénéficient pas de soins ordinaires, j'allais dire. Par exemple, les dialysés, ceux qui se font dialyser habituellement, qu'est-ce qu'ils deviennent? Au compte-gouttes. Oh là là. Les places sont vraiment très limitées. Que je présume que pour les gens atteints de cancer, c'est pareil, que pour les gens atteints... Oui, tout à fait. C'est incroyable. Tout à fait. Est-ce que vous savez, en ce moment, à Bni Messous, au CHU Bni Messous, hein, moi je vous parle de Enila, oublions la wilaya de Mlebouabi. À Bni Messous, le scanner est en panne. Oh là là.
Le scanner au CHU Bni Messous, Lizar, où le président Tebboune est en panne. Restez avec nous. Je reviens au docteur Hamid Mhenni. Un commentaire d'abord. Je crois qu'il n'y a aucun commentaire à faire tellement la situation sanitaire est extrêmement critique. Et moi, j'ai écouté j'ai vu dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, j'ai vu des vidéos où ils disent, notamment ceux de Ravdeya, qui disaient qu'ils n'ont même pas d'oxygène. Alors, comment voulez-vous sauver des vies quand vous n'avez même pas d'oxygène? Je pense que ça se passe de tout commentaire. Que voulez-vous dire à des gens qui n'ont même... Lui-même, il dit, on a 40 milliards de réserves de dollars. Ils n'achètent pas des respirateurs. Ils ont des amis chinois, mais ces amis-là, ils n'utilisent pas leurs amis pour les aider. Alors, on peut se poser la question, comment ils vont faire face à cette situation? Et attendez, ça, ce n'est que le début. Vous allez voir encore la situation, elle va s'empirant, de mal en pire. Vous pensez que ça va s'aggraver? Déjà que maintenant, parce que, attention, les mots ont un poids. Nos concitoyens sont très, très inquiets. En ce moment, déjà, maintenant, c'est très inquiétant, c'est très alarmant. La situation est très grave. Et vous pensez qu'elle peut s'aggraver encore davantage? Évidemment. Vous savez qu'en Europe, même en Europe, en Suisse, en Allemagne, ils tremblent. Dès qu'ils voient des cas, ils plongent immédiatement pour essayer de cerner le moindre foyer qui apparaît, parce qu'ils ont peur d'une seconde vague. Et nous, en Algérie, qui avons un système de santé qui est extrêmement archaïque, précaire, appelez-le comme vous voulez, et puis vous avez des stratégies pour pouvoir contrer ce virus qui sont inexistantes, on ne comprend même pas comment il fonctionne, etc. Et comment voulez-vous que la situation ne va pas en s'empirant? Alors, en Occident, et pas seulement en Occident, hein, même dans le sud-est asiatique, un peu partout dans le monde, où les gens sont très compétents, ils sont très efficaces, et ils font tout ce qu'ils peuvent, c'est déjà très compliqué. Alors en Algérie, nous avons un président qui dans le mensonge intégral, hein, qui nous dit que l'agriculture en 2019 a généré 25 milliards de dollars de produits. C'est incroyable. Hein. Et il nous dit que notre système de santé est le meilleur d'Afrique et du Maghreb. Et je vais vous montrer une image pour vous montrer à quel point ces dirigeants sont à côté de la plaque complètement. Regardez cette image du ministre de la Santé qui est reçu à l'Oued. Alors, au lieu de se faire discret, d'être reçu de la façon la plus sobre possible, regardez comment il est reçu. Un bouquet de fleurs, une fillette habillée en habit de fête. Voilà pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Et sinon, docteur Mhenni, devant une telle situation, une absence totale d'autres recours, les Algériens n'ont pas d'autre choix. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut-il? Et je poserai la même question à votre confrère qui est avec nous depuis Nblila. Comment il faut faire pour que les Algériens s'auto-organisent, pour qu'ils essayent de lutter à leur façon et qu'ils ne comptent plus sur ce régime qui ne fait que mentir et mentir? Vous savez, je suis passé sur votre chaîne. Peut-être votre chaîne était la première qui a dit que la chloroquine n'était pas efficace et c'est du pipeau. C'est même pas. D'ailleurs, moi, je vais vous montrer un papier qui vient de Sanofi ou qui avertit que comme quoi, attention, la chloroquine et ses dérivés sont dangereux dans le cadre. En tout cas, le Maghrébia, personnellement... C'était la première dans le monde. En tout cas, moi, personnellement, je ne me suis pas prononcé, n'étant pas médecin moi-même, je ne peux pas... Peut-être que d'autres invités l'ont dit, hein, mais... Au mois d'avril, moi je vous dis, c'est moi-même qui a fait des émissions avec votre collègue Adel. D'accord. J'ai fait avec Soumia. Oui. J'ai fait pas mal d'émissions et on l'a dit et je remercie cette chaîne de m'avoir donné l'opportunité et la liberté de l'avoir dit, quoi. Ce qu'on a pensé. Et franchement, je me suis même permis de narguer nos amis français, etc., qui vivent en Suisse en leur disant, regardez, nous au moins, on a une chaîne qui nous laisse la liberté de s'exprimer par rapport
à ce médicament. À charge pour les praticiens et les spécialistes d'assumer leurs propres déclarations. Oui, ça c'est off-label. Mais en Suisse aussi, on est contrôlé. Vous savez, si je fais une déclaration qui est déplacée, je peux vous assurer que demain matin, je serai convoqué par un juge. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions, nous, les Algériens, qu'est-ce qu'il faut, puisque maintenant on est sûr que ce régime ne pourra rien pour nous. Qu'est-ce qu'il faut pour protéger nos médecins et tout notre personnel soignant? Et qu'est-ce qu'il faut pour contrer cette maladie, pour nous organiser, tout simplement? Exactement. Moi, je l'ai toujours dit sur votre chaîne, tant qu'on m'a donné la possibilité, qu'il ne faut plus compter sur ce pouvoir, qu'il ne faut plus compter sur ce système de santé qui va vous protéger. Il ne va pas vous protéger. Vous ne pouvez pas envoyer des médecins, des infirmières et des infirmiers, etc., non protégés. Récemment, il y a eu une étude qui est parue dans le British Medical Journal. C'est une étude qui montre que quand le personnel médecin et tout le personnel paramédical est bien protégé, eh ben, ils n'ont même pas trouvé un seul cas atteint de Covid-19. Mais ils ont mis la liste, une checklist des choses à avoir pour pouvoir ne pas être atteint par ce virus. Et il faut avoir un masque le PP2 ou le N95, il faut avoir des visières, il faut avoir des surblouses, etc., etc. Mais ça, malheureusement, moi j'ai vu, ils ont juste des masques simples et ils rentrent dans des endroits où il y a une très forte charge virale. Et cette charge virale, malheureusement, va atteindre ces médecins. Et on déplore malheureusement pas mal de décès, dont 3 qui sont morts récemment à Biskra et un dans notre collègue, monsieur le docteur Chiban, il vient de nous l'annoncer malheureusement. Mais il faut savoir que nous, on a eu la chance, par exemple, quand je dis nous en Algérie, on a vu, vous vous rappelez, je vous avais annoncé qu'en Italie, il y a eu plus que 60 morts. Parmi les médecins, uniquement médecins et spécialistes. Oui. Donc, on avait la chance de pouvoir de dire, faites attention, il faut s'équiper, il faut se protéger pour pouvoir affronter ce virus. Malheureusement, les pouvoirs publics en Algérie, ils n'ont pas tenu compte de tout cela. Et donc, ils ont laissé ces médecins affronter à main nue un virus qui est invisible. Évidemment, vous aurez plus de désertion que de personnes qui peuvent affronter. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que l'Algérien peut faire pour pouvoir contrer? À mon sens, maintenant, il faut reconfiner, le reconfinement. Ah, il a dit non, le ministre de la Santé. Il a dit c'est impossible que nous puissions revenir. Ça veut dire on se reconfine sans attendre les mesures de confinement venant du gouvernement. Mais il faut, voilà, exactement, il faut pratiquer le confinement sans attendre. Il ne faut pas attendre de ces gens-là qui vous donnent ou qui vous feront quelque chose. Maintenant, ça c'est pour les citoyens algériens et les citoyens. Maintenant, pour les médecins, il faut exiger vraiment qu'ils aient des moyens d'être protégés. Maintenant, s'ils n'en ont pas, c'est une décision extrêmement lourde parce que vous avez le choix, c'est un dilemme, vous avez le choix entre aller au-devant d'un virus où vous n'êtes pas protégé pour essayer d'aider. Moi, à mon sens, si vous n'êtes pas équipé, vous allez grossir la liste des victimes du Covid-19. À mon sens, il faut vraiment réfléchir et utiliser des moyens, par exemple, des masques confectionnés avec des tissus 3 couches qu'il faudrait fabriquer soi-même et puis qu'il faudrait les laisser quand ils sont utilisés dans l'eau de Javel et les repasser avec du fer à repasser qui est chaud et ça permet de le désinfecter. Maintenant, ceux qui ont des petites machines à ultraviolets, les ultraviolets sont efficaces aussi pour désinfecter les masques. Mais si vous n'avez pas, on peut toujours confectionner des masques. Donc, allez, protégez-vous. Et prenez des vêtements, prenez des surblouses si vous en avez, utilisez-les. Mais si vous n'êtes vraiment pas équipé, n'allez pas vous mettre en danger parce que vous n'allez pas pouvoir sauver des gens, mais plutôt vous allez devenir une victime. Maintenant,
ce pouvoir, il ne veut pas comprendre, il n'a aucune volonté. Parce que s'il avait la volonté, dès le départ, il aurait pu contrer la pandémie à Blida. Mais c'est ce qu'il n'a jamais fait. C'est comme s'il l'a souhaité. Et ça, malheureusement, c'est regrettable. Vous ne pouvez pas avec les moyens. C'est comme si vous envoyiez des soldats non armés au front. Merci, docteur Hamid Mhenni. Au plaisir de vous retrouver bientôt parmi nous, Inch'Allah. Dernier tour de micro sur ce sujet avec le docteur Mohamed Lamine Chibane. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous qui êtes en Algérie, pourquoi est-ce que vous ne lancez pas un appel solennel à tous vos confrères de la diaspora? Vous savez qu'en France seulement, il y a 15 000 médecins algériens. Pourquoi vous ne leur demandez pas de vous aider, ne serait-ce que pour les moyens de protection individuelle pour permettre au personnel soignant de faire son travail? Oui. En ce moment, le corps médical, il est regroupé à travers ces pages, les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux que le pouvoir veut casser. Ces réseaux sociaux, alors que Jean-Jacques Rousseau, il dit quand un peuple ne défend plus ses libertés, ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. Émile Zola, il dit une société n'est forte lorsqu'elle met la vérité sous la grande lumière du soleil. Nous ne dénigrons pas notre pays. Nous sommes en train de dire que ce système il n'est pas apte à gérer cette situation. Nous n'avons à aucun moment nous aimons notre pays. Alors, sincèrement, il est temps que la population prenne conscience de la gravité de la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon pratique, docteur Mohamed Lamine Chibane? Vous qui êtes médecin, qu'est-ce que vous recommandez aux Algériens de faire puisqu'ils ne peuvent plus compter sur ce régime pour les protéger? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Citoyens et médecins et personnel soignant, qu'est-ce que nous devons tous faire? Nous, les médecins, que ce soit les syndicats, des médecins libéraux, qui sont en train de faire du bon travail, ou alors les syndicats, des praticiens, les praticiens de santé publique, la même chose. Il faudrait d'abord s'unir, parce que la menace, cette pandémie, elle touche les médecins libéraux et les médecins du secteur public. Il faudrait s'unir, il faudrait discuter et trouver un moyen pour comment sauver cette population. Si réellement, quand vous avez montré tout à l'heure cette photo du ministre, ça me fait rappeler les années 70. Ça me fait rappeler les conférences Tam-Tam, à l'Afrique. Ça me fait rappeler, c'est honteux. Alors qu'il devrait pas aller en catimini et non pas prendre ces gerbes de fleurs. Maintenant, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Où est l'argent? L'argent qu'ils ont dépensé pour le système, pour la santé. Alors il est temps que l'armée aussi s'implique avec ses hôpitaux mobiles. Il est temps que l'armée, avec son budget faramineux, prenne en charge cette population meurtrie. Il est temps que ce pouvoir dise la vérité au peuple et qu'il dise « Je suis inapte à gérer ce pays ». Quant aux médecins, qu'ils soient libéraux ou publics, ils doivent, je répète, ils doivent s'unir et s'organiser à travers les réseaux sociaux pour aider cette population meurtrie. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane. Au plaisir de vous retrouver. Je crois que docteur Hamid Mhenni veut dire un dernier mot. Très vite, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va essayer de voir comment on va essayer de procurer des masques ou des équipements pour pouvoir les aider sur place. Ça venir à partir de la Suisse? Vous allez essayer de mobiliser... Ou de Londres. D'accord. Ou de Londres, parce que je sais que j'ai des amis à moi qui, eux, ils ont déjà fait... vous savez que les frontières, ils sont fermées. Oui. Alors, envoyer quelque chose... Il faut bien qu'ils nous ouvrent les voies pour pouvoir acheminer de l'aide. Est-ce que vous pouvez lancer un appel mondial
à tous vos confrères algériens qui sont dans la diaspora pour se mobiliser, pour alerter, pour cotiser, pour rassembler des moyens et les envoyer au pays, briser ce blocus qui ne sert qu'à protéger le régime? Oui, mais le grand problème, c'est que quand vous envoyez de la marchandise, les masques, les gants, etc., il faudrait que les autorités sur place, vous savez que toute aide doit passer par le ministère de la Santé. Oui, mais vous les envoyez, vous, les médecins, aux médecins directement. Il ne doit pas passer par les autorités. Bon, ils passeront par la douane, bien sûr, voilà, mais ils doivent être réceptionnés, non pas par le ministère de la Santé, mais par la corporation des médecins algériens. Personnellement, moi, je vais essayer de faire ça pour pouvoir essayer d'aider des hôpitaux comme par exemple celui de Gardaïa, de Biskra ou d'autres qui sont dans le besoin. On peut leur envoyer, mais on espère que les autorités ne vont pas les bloquer, par exemple, dans les douanes. C'est ça ce qu'on souhaite. En tout cas, ce sera l'objet d'une autre émission très prochaine que nous allons refaire. Et j'espère que d'ici là, nous aurons des propositions concrètes et des manifestations de nos compatriotes. Alors franchement, il y aura, même maintenant, on est disposé à aider. Franchement, on est disposé à aider. Mais maintenant, il faut voir comment il faudrait organiser tout ça avec ceux qui ont déjà fait, parce qu'il y a eu des précédents où il y a eu nos amis de Londres qui ont envoyé de l'aide. Ça, on va essayer de voir comment on pourra coordonner tout ça et aider. Docteur Hamid Menni, merci beaucoup. Nous reviendrons sur ce sujet. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci beaucoup. J'accueille à présent Idir Ounoran, analyste politique, et Ibrahim Younsi, cadre MDA de 82 à 88. Idir Ounoran, merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. Nous reviendrons sur ce sujet. Alors Idir, d'abord, nous allons commencer. Donc, vous avez écouté nos amis médecins qui confirment que la situation est très grave en Algérie, qu'elle risque de se compliquer davantage avec un régime complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette question ? Par rapport à cette pandémie qui prend de l'ampleur, je crois qu'il y a deux niveaux d'analyse. Le premier est la responsabilité politique de l'État. Il est clair qu'à travers les propos du docteur qui réside en Suisse et de mon ami le docteur Chiban de Ain Lila, la situation est catastrophique. J'avais alerté il y a 1 mois et demi, 2 mois sur vos plateaux à ce que le pouvoir médical prenne le pas sur le pouvoir institutionnel dans sa crise. Dans cette crise du Covid-19, parce que la communication institutionnelle, vu la mentalité des Algériens, vu la non-reconnaissance du président Tebboune, vu toutes les pratiques antidémocratiques, la communication institutionnelle ne porte pas ses fruits. Là, d'un point de vue politique, nous avons choisi, et ils ont choisi, la doctrine chinoise. Même quand l'OMS a déclaré qu'il fallait arrêter les traitements à la chloroquine, l'État algérien a continué à traiter avec la chloroquine. Au-delà des lobbies de l'industrie pharmaceutique, je ne rentre pas dans ces considérations. Le souci, c'est qu'il faut faire un bilan étape. Et je rejoins le docteur Chiban, quand il dit que tout le monde doit s'impliquer. Il faut qu'il y ait des voix fortes au sein du corps médical algérien pour arrêter cette gabegie. Et il est possible encore, j'ose l'espérer pour les populations résidant en Algérie, de sauver des vies et de revenir... Mais le problème, Idir, se pose aujourd'hui au niveau du personnel soignant, médecins et aides-soignants, qui sont en train quasiment de se désengager en masse parce qu'ils risquent leur vie, parce qu'ils sont en train de mourir, pas par dizaines encore, mais tous les jours on entend parler de médecins et d'aides-soignants d'aides-soignants décédés, et ils sont en train de lancer des alertes, ils sont en train de nous dire qu'ils ne disposent pas des moyens minimaux de protection individuelle. Le fait qu'ils ne disposent pas de moyens, le fait qu'ils ne sont pas dans un environnement où ils peuvent exercer leur médecine,
il est normal qu'il se fasse porter pâle. Je crois que le docteur de Genève... Meni, docteur Meni, il l'a compris, il a dit « je comprends leur attitude ». Ouais. D'un point de vue humain, évidemment que c'est compréhensible. Et là, il faut noter la responsabilité du politique. Et je pense que cette crise, la mauvaise gestion de la pandémie est de la seule responsabilité du pouvoir politique actuel. Il faudra qu'il rende des comptes. Pourquoi, même si cette assemblée, c'est une assemblée d'indus occupants, c'est une assemblée mal élue, une commission d'enquête doit être mise sur pied incessamment pour voir où sont les faillites. Est-ce que la stratégie choisie était la bonne? Est-ce que les moyens matériels ont été mis à la disposition du personnel soignant? Et moi, je suis content que le docteur Lamine Chiban dise que le professeur Nibouche, qui est quand même une personnalité importante dans le monde médical, dit que c'est une situation critique, c'est une situation alarmante. Bon, ça veut dire qu'avec tous les codes qu'il possède, son niveau de responsabilité, il choisit le mot alarmante. Mais quand c'est traduit, quand il est dans son intimité, il dit c'est une catastrophe. Oui. Comment dire, la situation qui est tellement, elle est plus que préoccupante, elle est catastrophique, c'est le mot, pour ne pas jouer avec les concepts. Mais maintenant, nous savons que ce régime ne pourra rien, qu'il est non seulement incompétent, qu'il est complètement à côté, qu'il ne dispose pas de moyens, qu'il n'a pas prévu les choses, le déroulement des choses. La preuve, c'est que Tebboune en personne nous avait promis la fin de la pandémie à la fin avril, pour vous donner un ordre d'idée sur la question. Mais maintenant, les Algériens ne doivent compter que sur eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, Idil Oudnourine ? En fait, l'idée, vous l'avez suggéré au docteur Chiban, c'est que pour le moment, il n'y a pas beaucoup de recours, si ce n'est qu'il faut probablement revenir au confinement. Et je pense que ça va se faire. Mais le ministre de la Santé a dit qu'il n'en est pas question. Pour lui, le confinement doit rester comme ça, partiel, un couvre-feu pendant une partie de la journée et de la nuit, et non pas pour le reste, comme si le virus respectait le couvre-feu. Et il a dit, il n'est pas question que nous revenions au confinement des premiers jours. Ce qui serait souhaitable peut-être, et comme je le disais tout à l'heure, le docteur Chiban l'a évoqué, c'est que les ordres des médecins, les présidents de syndicats de praticiens publics, le syndicat des praticiens privés, doivent profiter, c'est les vacances estudiantines, ils doivent absolument élaborer une charte qui pourrait éventuellement être distribuée par les associations d'étudiants, qui ferait évidemment du porte-à-porte dans les quartiers, dans les douars, dans les villes, un peu partout, pour faire l'acte pédagogique sur les populations, sur la population, sur les bannières de confinement. Et ça rentre dans le cadre de la citoyenneté en plus. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'ils sont dépendants des moyens que l'État ne leur met pas à leur disposition. Et restez avec nous, je reviens à vous, Idil Oudnourine, dans un petit moment. Nous accueillons Brahim Younsi, cadre d'AMDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter de nouveau. Merci. Alors, Brahim Younsi, comme vous venez de l'entendre dire par nos spécialistes et aussi par Idil Oudnourine, la situation est préoccupante, inquiétante, catastrophique pour beaucoup de gens. À votre avis? Tout simplement, si les médecins qui, évidemment, sont mieux à même de juger de la situation sanitaire de l'Algérie, reflètent dans leur discours la réalité, c'est extrêmement terrible, c'est très effrayant. Jusqu'à maintenant, nous pensions, en tout cas moi je pensais, que le pouvoir, pour des raisons politiques, surestimait
les cas de contamination. Or, il s'avère que les médecins sur place qui rapportent des faits avérés, selon eux, dans les hôpitaux, et que dans les hôpitaux, il y a de plus en plus de personnes contaminées qui encombrent les services, et sans que les hôpitaux puissent y répondre, notamment par manque de matériel et par manque de médicaments notamment. Et il se trouve que la corporation médicale et paramédicale est de plus en plus touchée, et que jusqu'à maintenant, nous avions un peu, en tout cas c'était mon opinion à l'époque, de la létalité, du sérieux de la létalité de ce virus, et de plus en plus nous savons que des Algériens meurent de Covid-19 sans que les statistiques en prennent compte. C'est dire que la situation est difficile. Mais la situation est difficile parce que, et vous l'avez dit et vous l'avez démontré, que notre système sanitaire, que nos hôpitaux sont défaillants, ne peuvent pas faire face à la situation qui devient de plus en plus inquiétante pour nos familles, pour le peuple algérien, et notamment pour ceux qui n'ont pas les moyens de résister. Vous avez lu la déclaration de ce médecin, le professeur Éric Comès, de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière? Oui, absolument. Je crois que c'est le docteur, je vous ai suivi sur Facebook parce que je n'avais pas ni les images ni le retour tout à l'heure, mais je vous ai suivi sur Facebook et j'ai regardé, j'ai écouté les deux médecins. Et je vous ai écouté citer effectivement ce médecin français. Et je crois que c'est le docteur Manni qui l'a dit, il a très bien fait de le dire, c'est qu'il y a une espèce d'aller-retour. La contamination au début dans la région de Blida a commencé par deux de nos compatriotes qui résidaient en France et qui étaient venus participer, assister à une fête, à un mariage, je crois, et qui ont contaminé. Et c'est comme ça que la contamination a commencé, en tout cas, dans la région de Blida. C'est dire qu'entre les deux pays, nous passons et nous repassons le virus. Ce qui est, encore une fois, vraisemblablement le cas. Si ce professeur français le dit, c'est que cela est vrai. Nous passons les uns les autres le virus. Mais le problème est le suivant, et c'est que nos structures hospitalières ne sont pas équipées, et que le pouvoir politique, le pouvoir illégitime, ment aux Algériens. Il nous a menti, en tout cas, moi, sincèrement, je pensais qu'il surestimait les cas de contamination, et vraisemblablement aussi, puisqu'il y a des doutes à avoir sur les informations qu'il sort, qu'il divulgue, sur le cas ou sur les cas de guérison. Parce que lorsqu'on voit les cas de contamination et les cas de guérison, on se rassure un peu, on se dit qu'il y a beaucoup de guérison. Or, nous savons que en Algérie, on utilise la chloroquine, et je viens d'entendre le docteur Mené dire, et il avait un document dans la main pour dire que la chloroquine, non seulement nous savons les dangers qu'elle représentait pour certaines pathologies, mais qu'elle était inefficace, vraisemblablement totalement inefficace, même si, par ailleurs, dans certains pays, on dit qu'elle peut faire diminuer la charge virale. Partout dans le monde, et notamment en Chine, on dit qu'il y a une atténuation virale. Alors que chez nous, on voit que la courbe
qui n'a pas encore atteint le pic, alors qu'il y a quelques semaines, sinon quelques mois, le comité scientifique qui surveille le Covid et qui prend les décisions sanitaires nous avait dit que nous avions déjà commencé, nous étions vraisemblablement sur un plateau et que nous allions commencer la descente, que la courbe allait descendre. Or, nous voyons que la courbe ne cesse en effet d'augmenter. Et cette question éthique, j'allais dire, Brahim Younsi, de médecins qui sont démunis, qui ne sont pas protégés, qui sont en train de mourir en grand nombre, médecins et personnels aides-soignants, hein, et qui donc, par légitime défense en quelque sorte, ont décidé de ne plus se rendre à leur travail pour se protéger et protéger leur famille. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Je crois que c'est de l'autodéfense. C'est se protéger les siens à partir du moment où ils ne peuvent pas être protégés eux-mêmes. Il y a beaucoup de médecins qui ont péri, qui sont morts de ce virus. Et la faute, la responsabilité, on revient au pouvoir en place. C'est lui qui, n'a pas fait face matériellement parlant à cette situation sanitaire. Non seulement il n'a pas fait face, mais il a montré une incompétence crasse dans cette affaire, comme dans d'autres d'ailleurs. Cette incompétence fait des morts. Dire, et ça c'est plus que de l'incompétence, c'est de l'inconscience et du mensonge, que le système sanitaire algérien, que les hôpitaux algériens sont les meilleurs d'Afrique, alors que la preuve est donnée qu'ils ne sont pas même classés, et nous le savons, hélas, nous savons que nos hôpitaux ne sont que des mouroirs, et cela depuis fort longtemps. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous dans un peu. On me dit qu'il n'y reste plus beaucoup de temps, donc nous allons devoir abréger un peu. Idirou Nouren, je suis désolé de devoir donc abréger cette émission dont on nous dit qu'elle a un peu débordé. Idirou Nouren, pour changer de sujet, nous n'aurons donc pas le temps d'aborder pleinement la deuxième partie que nous avions prévue. Le régime est en train de mener une offensive groupée contre le Hirak pour essayer de diviser les Algériens, pour essayer de les monter les uns contre les autres, de ressortir les vieux démons, d'agiter les vieux épouvantails qu'on croyait définitivement rangés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire en très peu de temps, s'il vous plaît? On va essayer, mais c'est un vaste débat, ça. Oui, mais nous y reviendrons, promis. Hein. D'accord. Ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à ça, il ne faut pas s'étonner, ce pouvoir-là est dans son rôle. Il a essayé même durant du tout début du Hirak, avec l'emblème Amazir, dresser des Algériens contre d'autres Algériens, à l'époque où M. Gaïd Salah incarnait l'armée, et avec aussi les embêtements que subissent certains leaders politiques en Algérie. Ça, il faut pas se leurrer. Ils travaillent. Par contre, au niveau du Hirak, il semble qu'il y ait des clivages. Même au niveau du Hirak, il y a eu quand même des voix qui ont dit aussi, bon, pour le drapeau Amazir, il ne faudrait pas qu'il soit brandi au même titre que le drapeau algérien. Ça s'est fait. Il y a un opposant connu de Londres qui disait on va aller vers l'affrontement pacifique. C'est un concept nouveau, c'est un concept qui a ses origines en plus. Donc ça pose problème. Quand un des leaders du mouvement disait que nous soutenons les marches du 19 juin, c'est quand même un peu pour moi, et j'ai dû le dire à mon ami Merfiouba, que pour moi c'était une faute politique. Il n'y a pas que ça, c'est très diffus et c'est une masse informe. On n'a pas encore structuré le Hirak, structuré dans sa demande politique, pas la structuration du Hirak. Il est évident que maintenant, pour qu'on puisse voir de l'avant, il faut qu'il y ait un service minimum. Il faut que les acteurs du Hirak, les associations, les ordres, tous puissent se rejoindre et établir encore une fois une charte sur une dizaine de points. On ne peut pas reconstruire le pays, la nation,
sur de l'idéologie. On ne peut la construire que sur des valeurs. Les valeurs de liberté, les valeurs de citoyenneté, les valeurs de respect, les valeurs de tolérance. Le temps à l'idéologie va venir et mais ça pourquoi certains milieux, certains personnages sont sortis subitement et tous en même temps pour faire feu de tout bois, sortir des cadavres des placards, essayer de remettre sur les rails les anciens clivages. Pourquoi? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est délibéré? Est-ce qu'on est en train de rechercher à désintégrer le Hirak? Et comment faire pour ne pas tomber dans ce traquenard, justement? Tout à fait. Il y a des personnalités, il y a des groupes qui veulent cliver dès maintenant entre islamique et laïque, entre tout ça, mais ça ne prendra pas parce que cette jeunesse n'a pas vécu les affres de ce qui nous a amené à octobre 88, à 89, à 91, 92, à 2001. Donc ce n'est plus possible. Il faudrait qu'il y ait des voix iconoclastes qui sont dans la rupture épistémiologique, dire les choses clairement. Nous avons un pouvoir en face, il faut trouver des acteurs, il faut trouver des outils, il faut trouver une méthode afin d'infléchir et l'amener à une véritable transition. Je crois que toutes les forces doivent converger pour aller à la transition. Une fois qu'on est entré en transition, avec dans un processus constituant, une assemblée constituante, ce sera aux acteurs à le définir et à le proposer. On rentrera dans l'idéologie, on rentrera dans la refondation de la nation qui impliquera mécaniquement la refondation de l'État. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Idir. Je reviens à Brahim Younsi pour la même question. Donc, ces tentatives de clivage, à croire qu'il y a des gens qui ne peuvent surfer que sur les clivages et pas sur les consensus, à croire qu'on cherche réellement à monter les Algériens contre les autres, non seulement comme ce fut le temps à un certain moment sur l'aspect ethnique ou identitaire, mais maintenant sur un plan idéologique en essayant de dresser les islamistes contre les laïcs, etc. Vous savez, pourquoi il le fait? Je crois que c'est la question fondamentale. Je diverge un peu, et que je salue mon ami Idel Honoren au passage, je diverge un peu avec son analyse. Pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il le constate réellement, que le lien social entre les Algériens se renforce. C'est parce qu'il y a un renforcement du lien social que le pouvoir joue la diversion, joue la division, voire la dissension dans la révolution. Il sait aussi que malgré la suspension des manifestations, le peuple continue son autofondation politique, pour reprendre un mot de Paul Ricoeur. C'est vrai qu'il y a des clivages, je reprends le mot de mon ami Idir, il y a des désaccords. Et comme dit John Rawls, il y a des désaccords politiques, des désaccords idéologiques. Cela a toujours existé depuis le 22 février 2019. Mais, comme dit John Rawls, ces désaccords sont des désaccords raisonnables. Et comme dit encore John Rawls, et vous avez employé le mot à l'instant, vous-même, il y a un consensus par recoupement. Les Algériens, dans leur ensemble, dans leur écrasante majorité, sont dans le consensus par recoupement, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord sur un certain nombre de valeurs. Vous avez prononcé ce mot, je crois que mon ami Idir l'a prononcé aussi, sur des principes fondateurs de la nation algérienne dont vient de parler Idir. C'est l'égalité et la justice, notamment. C'est parce que les Algériens sont dans le consensus par recoupement que nous voyons ces miasmes morbides, comme dirait Baudelaire,
ces miasmes morbides, c'est parce que le pouvoir est dans une agonie. Il agonise. En plus de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, auquel il est incapable de faire face, faire face à la mort et à la vie des Algériens, il veut jeter son venin dans la révolution qui marche et qui marche encore. Il ne faut pas, à mon avis, prendre en considération ces perturbations latérales. Et le pouvoir sait, d'autre part, qu'il n'y a aucune conjonction possible avec lui, aucune, pas même des circonstances contingentes. Et c'est la raison pour laquelle il essaye de perturber, et c'est la raison pour laquelle également j'avais pensé qu'il était en train d'amplifier la pandémie pour pouvoir dissuader les Algériens de sortir, d'autant que à l'extérieur, à l'étranger, et samedi dernier, ou dimanche dernier, 5 juillet, c'est une marche magistrale que le peuple a démontré, et le peuple à l'extérieur a démontré par cette marche magistrale entre la place de la République et la Bastille. D'autre part, permettez-moi juste ce mot, il s'attaque même à des militants. Le cas, par exemple, de ce jeune Amir Dizad, cela participe également de cette perturbation, de cette division et de cette dissension qu'il veut installer dans la révolution. Brahim Younsi, merci beaucoup. Idir Ounourn, merci beaucoup. Docteur Mhenni Hamid, merci beaucoup. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Effectivement, comme viennent de nous le dire et de le confirmer nos amis, la situation est très alarmante et nous avons le malheur, malheureusement, de ne pas avoir un État digne de ce nom qui puisse nous protéger à un moment où il est censé nous protéger. Quand un soi-disant président vient nous promettre que quelque chose lui avait dit que la pandémie prendrait fin avril, au moment où d'autres médecins nous ont dit qu'ils se trompaient et que le plus gros était à venir. C'est les médecins qui avaient raison finalement. Et donc maintenant, mes chers amis, mes chers compatriotes, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Il faut nous protéger. Il faut savoir que si à la limite on ne craint pas de s'exposer soi-même, il faut se dire que nous risquons d'assassiner les autres, que nous sommes peut-être nous-mêmes porteurs d'un virus et que nous pouvons le transmettre à d'autres qui ne nous ont rien fait, à la limite. Et donc il faut se prémunir, il faut se protéger, il faut surtout tout faire pour aider les médecins et les soignants, non seulement par le respect du confinement que nous nous imposerons nous-mêmes, même si ce gouvernement ne nous l'impose pas, mais aussi on est dans les médecins de toutes les façons possibles et imaginables. Les médecins aujourd'hui, les médecins et tout le personnel soignant. Et restons vigilants et restons soudés, restons unis, restons fraternels.